Écoutez, bonjour à tous et à toutes. On est vraiment très, très heureux de vous retrouver ici au Conseil national des barreaux. Vous savez, le Conseil national des barreaux, c'est votre maison, c'est la maison des avocats. Et donc, on a choisi de faire ces états généraux qu'on n'a pas pu faire l'année dernière. Et donc, cette année, on a voulu faire quelque chose d'important et qui se distinguait bien. Et c'est pour ça qu'on l'a fait ici, à la Maison des avocats, parce que c'est aussi l'occasion pour vous tous de connaître cet endroit auquel vous devez être familier, parce que c'est ici que se décident toutes les grandes normes de la profession d'avocat. Alors donc, les états généraux du droit social, c'est l'événement incontournable aujourd'hui de la profession. C'est le temps qu'on prend pour prendre un peu de recul et de distance par rapport à une actualité sur tous les sujets, vous allez le voir. C'est surtout une volonté d'avoir une approche très pratico-pratique. On ne veut pas ici avoir une approche de sachant, parce que je pense que nous en savons probablement beaucoup moins que vous qui nous regardez et qui nous écoutez, parce qu'on s'adresse beaucoup à des travaillistes et à des professionnels du droit du travail, mais on s'adresse aussi à ceux qui le font de manière un peu plus ponctuelle et qui ont aussi envie de s'y intéresser, parce qu'on sait tous, hein, ceux qui pratiquent, que c'est une matière qui est passionnante et qui nous prend et à laquelle on a vraiment envie de se consacrer pleinement quand on s'y intéresse. Donc, cette année, une thématique très actuelle, on va dire. Alors, est-ce que c'est actuel ou est-ce que c'est juste on prend du recul sur un mouvement qui se dessine depuis quelques années? Nous, on a eu le sentiment que c'est un mouvement qui se fait depuis, on va dire, un petit peu l'effet Covid. Mais en tout cas, c'est le thème qu'on a décidé de choisir. La grande démission est-elle un mythe ou une réalité? Et on va décliner cette thématique sur plusieurs sujets dans le cadre d'ateliers dont vous parleront mes amis ici. Alors, Amine, est-ce que tu peux dire, toi, ce que tu penses? Est-ce que la grande démission est un mythe ou une réalité? Alors, comme l'indiquait Nathalie, donc sujet très pratique cet après-midi, mais pendant cette matinée, nous avons tenu à choisir un sujet d'actualité, celui de la grande démission. Donc, on a intitulé nos états généraux mytho-réalité. Donc, après la crise Covid, il a été question de départ massif de salariés dans certains secteurs d'activité. Il a été question également de relations de travail qui étaient devenues différentes. Il a été question également de relations au travail qui étaient différentes. Les pouvoirs publics ont, y compris, fondé pour partie la motivation de la loi sur la réforme de l'assurance chômage sur ces aspects, sur ces départs. Donc, on nous dit globalement dans certains secteurs d'activité, c'est des départs massifs avec des besoins qui sont de plus en plus pressants dans d'autres. Quel sens donner donc à ces mouvements? Sont-ils réels d'abord? Quel sens leur donner? Est-ce qu'on est en présence de départ pour aller vers de meilleures conditions de travail, pour construire des projets nouveaux, ou est-ce que c'est des départs qui se justifient par la dégradation des conditions de travail dans certains secteurs? Donc nous parlerons de tout cela à l'occasion de notre première table ronde et bien évidemment, et comme habituellement, nous ferons un point sur l'actualité jurisprudentielle et sur l'ensemble des sujets qui vous intéressent. Et nous avons pour cela, vous le verrez tout à l'heure, des invités de qualité. Oui, donc Marie-Laure, peut-être, va nous j'ai- parler des sujets de cet après-midi. non, c'était pas tout à fait comme ça, mais c'est pas grave, Amine. Donc, non, moi, je vais vous rappeler un petit peu l'organisation matérielle de la journée. Sachez qu'aujourd'hui, nous sommes en fait 1600, puisque nous avons en fait plus de 1500 inscrits en distanciel. Donc, c'est une première pour les quatrièmes états généraux du droit social, que nous avons voulu, comme en fait Nathalie et Amine vous l'ont dit, d'une part, en fait, très pratico-pratique, mais aussi, nous allons vous donner un certain
nombre d'informations, notamment par le biais de notre deuxième table ronde de ce matin, puisque la seconde table ronde sera en fait le point sur la jurisprudence avec des intervenants éminents, puisque nous aurons en fait, qui est déjà présent avec nous, Antoine Lioncan, François Pignatel et Jean-Guy Hugo, qui est le doyen de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Donc ce matin, 2 tables rondes. Amine vous l'a dit, c'était à moi de vous le dire, mais c'est pas grave. Et donc cet après-midi, des ateliers et donc Laurence. Merci. Donc cet après-midi, on va avoir des ateliers pratico-pratiques. Ça va aller des plateformes, le télétravail, les barèmes Macron, les accords collectifs, le point sur la procédure prud'homale. Et donc, je pense que ça fera vraiment le lien avec tout ce qu'on va entendre ce matin. Et à chaque fois, on aura aussi un confrère qui représente les salariés, un confrère qui représente les employeurs. C'est la tradition et c'est très intéressant comme ça. Donc, on espère que vous trouverez tous votre compte dans ces ateliers. Donc, il y aura 2 ateliers de suite, un à 14h et un autre à 16h15. Donc, ce seront des ateliers de 2 heures. Donc, on vous souhaite à tous vraiment, on est ravis de vous avoir et de ne pas vous voir, mais on est ravis que vous puissiez nous voir quand même. Et on vous attend aussi sur le chat pour que vous puissiez poser des questions et que ce soit interactif, même si c'est dans le cadre d'échanges écrits. Merci beaucoup. C'est très important ce que vient de vous dire Laurence. Donc, je le dis pour tous ceux qui nous regardent à distance, vous avez un chat et donc nous allons, nous les modérateurs, sélectionner les questions qui nous paraissent le plus pertinentes, mais néanmoins poser quand même les autres et on essaiera, dans la mesure du possible, soit d'y répondre en ligne, soit d'y répondre oralement avec les intervenants de très grande qualité que nous avons. Hein. Vraiment, je vous le dis, on a fait quelque chose de très qualitatif, hein, très haut de gamme. Donc, chacun, évidemment, trouvera des réponses. Et puis aussi, avec beaucoup d'humilité, nous, on n'est pas des animateurs, on est des avocats. Donc, voilà, si on vous a paru un peu amateur dans notre présentation, veuillez nous en excuser, mais ça vous dit en tout cas le plaisir que nous, on a de vous recevoir. Maintenant, on va accueillir… Le président. On va accueillir notre président, Jérôme Gavaudan, président du Conseil national des barreaux, qui est également un travailliste et par ailleurs un président de grande qualité. Ça fait partie des usages de cette maison. Et puis, c'est vrai que j'ai grand plaisir à vous retrouver, chers amis, qui pratiquez plus ou moins le droit du travail, le droit social et le droit de la sécurité sociale, même si ces thèmes de sécurité sociale ne sont pas abordés, je crois, aujourd'hui. Madame Manuela Gélin, directrice emploi et compétences de la Commission européenne, Mesdames, Messieurs les membres élus du Conseil national des barreaux, et donc je salue ici dans l'ordre d'apparition et de prise de parole Nathalie Attias, puisqu'ils ne se sont pas nommés par modestie, Amine Guénim, Laurence Junot-Fanger qui a parlé en dernier, et Marie-Laure Viel, pour l'organisation de cette 4e édition des États généraux du droit social, qui est, on vous l'a dit, manifestement un grand succès, puisque vous êtes très nombreux, à la fois dans l'auditorium du Conseil national, mais aussi en ligne. Mesdames, Messieurs les avocats au Conseil et à la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les professeurs d'université, Mesdames, Messieurs les hauts magistrats, Mesdames, Messieurs les hautes personnalités, chers confrères et particulièrement les confrères de diverses commissions sociales et droit du travail de nos barreaux, et particulièrement les 2 représentants du barreau de Marseille, que je salue avec affection et envie, qui nous ont rejoints, qui sont dans la salle aujourd'hui. Chers confrères, donc, chers amis, mesdames, messieurs, je salue aussi, on ne le fait pas tout le temps, mais je le dis ici dans cette maison, à la fois les directeurs de cette institution. Je vois particulièrement le directeur général qui est là-bas, qui tient la maison. Je dis aux confrères, c'est important que vous sachiez qu'il y a une maison et qu'à la tête de cette maison, il n'y a pas que des élus, il y a aussi des permanents. Notre directeur général, Stéphane Bortolosi, je vois aussi notre directrice des affaires publiques, Anne-Charlotte Varin. Je dis un mot parce que je vais l'évoquer sur la question politique, le rôle majeur du Conseil national des barreaux dans l'élaboration des réformes, les contacts que nous pouvons avoir, je vais l'évoquer notamment sur la procédure civile avec à la fois la chancellerie, mais aussi les députés, les sénateurs, c'est-à-dire ceux qui font la loi, et le travail d'influence du Conseil national, qui est un des rôles du Conseil national. Et puis, je vous l'assurer, même si
vous ne voyez pas les uns et les autres toujours des succès éclatants. Je peux vous assurer que nous en avons, nous en grattons petit à petit, même si c'est long, même si c'est difficile. Mais je peux vous assurer que nous sommes en ordre de marche. Voilà, je tenais à le dire ce matin. C'est un plaisir pour moi donc de vous accueillir dans cet auditorium. Je remercie particulièrement Madame Manuela Gélin, directrice emploi et compétences de la Commission européenne, d'être avec nous en ligne ce matin. Madame, votre expertise européenne dans ce domaine nous permettra d'avoir, j'en suis certain, une vision plus globale, européenne de notre sujet. Je crois qu'il faut aussi appréhender la question européenne, le droit européen, notamment dans les applications en matière de droit du travail, de droit social. Vous le savez, Madame la directrice, que je ne vois pas, la France est actuellement traversée par une grande vague de contestation à l'égard de la réforme des retraites. Je ne vais pas me lancer ici, ce n'est pas le thème de la journée, sur l'intérêt ou non d'une telle réforme, mais si on regarde désormais les discussions qui animent la France et qui les ont animées dans le débat parlementaire notamment, à l'aune du thème qui nous réunit aujourd'hui, à savoir la grande démission, mythe ou réalité, une nouvelle relation au travail, il me semble que ces états généraux ne pouvaient pas mieux tomber. Car au-delà de la question du temps de travail, des questions de pénibilité, cette réforme parle également de notre rapport au travail, de notre rapport à la valeur travail. Pour Émile Durkheim, un des pères fondateurs de la sociologie française, c'est l'organisation sociale du travail qui détermine le type de société dans lequel on vit. Mais est-ce que cette affirmation est toujours vérifiée aujourd'hui? Ne serait-elle pas inversée? À savoir, ne serait-ce pas le type de société dans lequel on souhaite vivre qui déterminerait l'organisation sociale du travail? Et donc, je me réjouis que nos élus aient choisi ce thème qui tombe vraiment à pic. L'injonction de travailler plus pour gagner plus semble évoluer, il semble même qu'elle ne soit plus d'actualité. Et une enquête menée par l'IFOP en 2022 indique qu'en 2008, 62% des salariés français affirmaient préférer gagner plus d'argent au détriment du temps libre. Les choses sont inversées puisque ce sondage de 2022 démontre que désormais, ils sont 61% à préférer gagner moins d'argent, mais avoir plus de temps libre. Peut-être aussi qu'ils souhaitent gagner plus d'argent et avoir plus de temps libre. Le salaire n'est plus, en tout cas, l'alpha et l'oméga du rapport au travail. Et on voit que le temps passé au travail n'est plus valorisé comme il le fut. Le travail, manifestement, a perdu la centralité dans nos vies, ce qui interroge sans doute les plus anciens, ce qui interroge aussi les entrepreneurs qui se demandent si, dans la mesure où cette valeur travail se modifie, non pas diminue, mais se modifie, est-ce qu'il y a encore des jeunes ou des collaborateurs dans les entreprises qui ont cet esprit de gagner, de travailler et qui ont une forme de volonté de développer, de participer à un effort collectif dans le cadre d'une activité commerciale ou de service. C'est aussi un des sujets sur lesquels il nous faut, nous, ceux qui font du droit du travail, réfléchir, et je pense que vous le ferez. On demande plus de reconnaissance dans les entreprises, on demande plus d'autonomie, et les chefs d'entreprise qui réussissent sont capables de mener leurs collaborateurs sur ces sujets, je le crois. La crise sanitaire que nous avons traversée, les différents confinements ont largement participé, on le sait tous, à révéler ou peut-être simplement accélérer ce changement au rapport de travail. Des nouveautés sont apparues avec son lot de difficultés. Dans un échange que j'avais eu avec le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, François Asselin, l'année dernière, ou il y a 1 an et demi maintenant, ce dernier m'indiquait, alors qu'un tiers des dirigeants d'entreprise devaient refuser des petites et moyennes entreprises, donc devaient refuser des commandes en raison de manque de salariés. Et ces difficultés de recrutement se sont multipliées, liées à la période Covid, qui ont amené, on le sait, un changement d'état d'esprit en termes d'organisation du temps de travail, de conciliation de temps, de la vie et de rémunération. Pour beaucoup, cette crise sanitaire a été synonyme de télétravail et donc les dispositions légales ont dû s'adapter et un atelier sera donc dédié en début d'après-midi. Un autre témoignage me faisait part des problématiques liées à ce rapport, ce nouveau rapport physique au travail. C'est Laurent Berger, qui est très présent actuellement, qui était venu nous rendre visite à ce même micro il y a là aussi un an et demi, secrétaire général de la CFDT. Il s'était exprimé à l'invitation du Conseil national à l'Assemblée générale
et il décrivait les risques aussi liés au télétravail et le bouleversement que cela pouvait impliquer dans les relations au travail. Tout ça doit être regardé, alimenté, au regard de la sociologie, mais aussi de l'adaptation de nos normes. Nous en discuterons, vous en discuterez sans aucun doute. Et puis surtout, il va falloir discuter sur la question de droit positif, parce que je lance beaucoup de théories, mais je sais aussi que tout ça est très pratique et que ça nous intéresse, nous autres avocats. Le droit et la justice, donc, dans tout cela. Quelles sont les actualités juridiques en droit du travail qui accompagnent ou au contraire limitent ces évolutions? Et vous les examinerez cet après-midi avec nos invités et les intervenants. Je voudrais simplement témoigner de ma petite expérience dans le cadre des États généraux de la justice qui avait été lancé, ça s'est vite oublié, par le président de la République à Poitiers il y a bientôt 2 ans. Peut-être certains d'entre vous le savez, il y avait, non pas à la tête de ces États généraux, mais en tout cas, il y avait un comité présidé par Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'État, avec 11 personnes qualifiées, entre guillemets, autour de lui. Et en ma qualité de président du Conseil national des barreaux, le ministre de la Justice m'avait demandé de participer à ces travaux qui ont été très intéressants, qui ont abouti à ce fameux rapport sur les États généraux de la justice. Et il est vrai que, qu'on le veuille ou non, le ministre actuel, le gouvernement actuel, semble piocher quelques idées au sein de ce rapport qui, on peut le dire, on doit le dire, et jette un regard neuf sur l'organisation de l'institution judiciaire, puisque globalement, la question de la rentabilité a disparu au profit à nouveau du service, on va dire, du service public de la justice et de la relation entre la justice et le citoyen. Simplement, pour rester dans notre sujet, il y avait un thème qui avait été abordé par un groupe de travail présidé par un conseiller d'État à l'époque qui ne faisait pas partie du comité des États généraux, qui est M. Jean-Denis Combrexel, sur la justice économique et sociale. Jean-Denis Combrexel est aujourd'hui directeur de cabinet du garde des Sceaux, mais il était simplement à la tête du groupe de travail. Donc, dans ces débats, il y a des thèmes sur la justice économique, on pourra en reparler, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais aussi il y avait la justice sociale, et nous avons abordé très, très simplement, très clairement, un certain nombre de sujets qui nous préoccupent, ou qui vous préoccupent, notamment ce qu'il faut du contentieux du droit du travail, éventuellement une énième réforme de la procédure prud'homale qui ne serait pas fluide, qui serait… voilà. Mais enfin, on est déjà, quand on regarde déjà le Code du travail dans sa partie procédure prud'homale, on sait qu'il y a déjà beaucoup de choses qui pourraient être faites. Pour nous rassurer, je n'avais plus du tout entendu que la longueur des procédures prud'homales était liée au mauvais travail ou la qualité médiocre du travail des avocats ou le dilatoire que nous serions les seuls à mettre en place. Le constat a été dressé que s'il y avait des difficultés et des longueurs dans la procédure prud'homale, elles n'étaient pas dues aux avocats, ce qui est un point positif. À bon entendeur, salut. Mesdames, messieurs, je ne sais pas s'il y en a d'ailleurs inscrits conseillers prud'hommes, en tout cas, je les salue qui sont là. Effectivement, il y a peut-être à revoir un certain nombre de choses. Il y a sans doute aussi à revoir, chers amis, la façon dont nous-mêmes nous organisons dans notre procédure prud'homale, ceux qui font de la défense des employeurs comme ceux qui font de la défense des salariés. Je crois qu'il faut aussi savoir de temps en temps se poser un certain nombre de questions. Mais en tout cas, ces questions-là avaient été évoquées, avaient même été évoquées. On était allé assez loin sur cette fameuse question de l'échevinage. Je vais raccourcir l'échevinage, de savoir s'il fallait mettre un juge professionnel à côté de 2 juges prud'homaux, finalement, pour des raisons à la fois politiques, d'organisation sociologique de la profession, de place des syndicats. Nous ne sommes pas allés beaucoup plus loin qu'évoquer le sujet dans le cadre de nos travaux et aucune proposition n'a abouti à cela et sans doute c'était plus sage. Nous avons aussi abordé, je le dis parce que c'est une grosse préoccupation, particulièrement des prud'homalistes, la réforme du décret Magendie. Vous êtes sans doute nombreux à souffrir, et particulièrement les prud'homalistes en souffrent, puisque c'est quelque chose que nous avons découvert et encore plus subi que les autres. C'est-à-dire que la réforme Magendie s'applique à tous d'ailleurs, mais nous sommes passés en quelques semaines d'une procédure totalement orale, très fluide, très souple, qui nous permettait effectivement de faire évoluer à la fois la stratégie du dossier, les demandes du salarié, donc d'une procédure qui était proche de la réalité de la situation du contentieux prud'homal, avec des phases de conciliation, et désormais une procédure qui nous pénalise. Et vous savez que le taux de responsabilité en matière de non-respect des délais Magendie notamment est le plus important en matière chez les prud'homalistes. Bon. Et donc, nous luttons, en ce qui me concerne, ça fait 2 ans que je lutte pied à pied avec la chancellerie pour une modification des décrets Magendie, qu'on nous promet, que le ministre de la Justice a annoncé, mais que pour l'instant,
Amine Guédine le disait à la dernière Assemblée générale, nous n'avons pas. Donc, je vous garantis que c'est un de mes objectifs. Dans quelques mois, je ne serai plus à la présidence de cette institution et je veux vraiment arriver à obtenir ça. Si j'obtiens quelque chose, ce sera la réforme des décrets Magendie et je pense que ça fera plaisir à de nombreux confrères. Voilà, j'en dis trop. Je vais peut-être d'ailleurs, comme toujours, dévoiler des sujets qui seront traités en assemblée, en tout cas dans les ateliers, mais je tenais à vous faire part tout simplement de ces travaux pratiques que peuvent avoir les élus du Conseil national des barreaux. Voilà, cette 4e édition, je m'arrête là, sera donc très instructive. Pardon de vous avoir asséné ce discours, mais aussi je vous garantis que j'aime parler aux confrères. Et alors, j'aime parler aux confrères lorsqu'en plus, ils sont loin, en visio, et qu'ils ne peuvent pas me critiquer. Mais je vous assure, vraiment, Nathalie Attiassou l'a dit, vous pouvez écrire, vous pouvez critiquer, et nous sommes comme vous des avocats, et nous sommes effectivement en capacité de comprendre les difficultés et vos critiques. Bonne journée à tous, vraiment un grand plaisir. J'ai eu grand plaisir à ouvrir vos travaux, et j'essaierai de les suivre le maximum en visio. Pour vous dire aussi, j'ai besoin de mon attestation pour regarder ma spécialisation. Voilà, bonne journée à tous. Oui, Madame Manuela Génin, si vous êtes là. Je suis là, j'espère que Bon, vous m'entendez et vous me voyez peut-être. On devrait vous voir. Mais peut-être commencer à prendre la parole et puis on va voir si on arrive à faire en sorte, en tout cas, que dans l'auditorium, vous puissiez être affiché à l'écran. Je vous cède très volontiers la parole, Madame la directrice. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, c'est vraiment un honneur d'être avec vous ce matin. J'ai vu que sur votre programme, vous aborderez des sujets qui sont en fait au centre du débat sur le futur de l'Europe sociale. Mais voilà, je pense que vous me voyez maintenant. Et à vrai dire, sur le titre de cette journée qui est sur la grande démission, au niveau européen, ce n'est pas ce qu'on a, à vrai dire, constaté, parce que le taux d'emploi a rebondi très fortement après la pandémie. Les gens ont certainement retrouvé la confiance de changer d'emploi, mais cette situation n'est pas inédite. Mais ce qui est vrai, c'est que on se trouve vraiment au milieu d'une grande transformation, et comme vous l'avez déjà évoqué tout au début de votre intervention, et c'est une transformation à la fois verte, numérique et démographique. Et cette transformation, on le voit, touche au cœur de notre modèle social. Elle change les attentes et les besoins des employeurs et des travailleurs. Et il y a donc bien lieu de parler d'une redéfinition de la relation du travail, de l'encadrement, de nouveaux modèles d'entreprise, des nouvelles formes d'organisation du travail et aussi des compétences qui sont requises par ces transitions et en général des compétences. Si on regarde en 2019, déjà à ce moment-là, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, avait préconisé que notre économie sociale de marché devrait être un moteur pour la double transition verte et numérique. Et cette économie sociale des marchés est incarnée par le socle européen des droits sociaux et ses 20 principes. Et ce socle est un peu notre boussole pour nous adapter et adapter nos législations, nos systèmes aux nouvelles réalités du monde du travail. Et cette adaptation, nous le voyons, c'est urgente. Notre Union a été bousculée par 2 crises majeures successives. D'abord la pandémie et après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et disons qu'au-delà de l'impact humain dramatique de ces 2 crises, la transition numérique et verte qui était là bien avant a été encore plus accélérée. Et
Et l'impact, on le voit. On l'a vu pendant la pandémie, par exemple, que le télétravail a connu un vrai essor. Le nombre de personnes qui travaillaient de façon régulière, occasionnelle, à distance en Europe a augmenté de 10% à 20%. Et en France, pendant la même période, entre 2019 et 2021, on a vu que les taux est passé de 18 à 30%. Donc, ce qu'on voit, c'est que la France, en fait, avait déjà un très fort taux et un taux supérieur à la moyenne européenne. Le télétravail, comme vous le savez certainement très bien, fait partie du Code du travail français. Et aussi, très important, la France était le premier pays en Europe à légiférer au sujet du droit à la déconnexion, accordant un rôle important à la négociation collective. Entre-temps, aussi d'autres pays européens ont suivi cet exemple. Et en fait, l'augmentation massive du télétravail pendant la pandémie a permis à notre économie de rester à flot. Aujourd'hui, on ne se demande plus si le télétravail est utile ou pas. Mais ce qui est important, c'est qu'on voit qu'il y a un besoin de mieux encadrer. Il s'agit par exemple d'aborder l'ingérence de la vie professionnelle dans la vie privée, les risques pour la santé, qui peuvent être physiques mais aussi mentaux, ou la protection des données personnelles. Et c'est dans ce cadre qu'en 2021, le Parlement européen a réclamé une initiative législative de la Commission européenne. Les partenaires sociaux ont ensuite décidé de négocier un accord entre eux, à niveau interprofessionnel, sur le télétravail et les droits de déconnexion. Ces négociations sont en cours en ce moment. Elles devraient aboutir avant l'été. Et les partenaires sociaux ont l'intention de soumettre leur accord à la Commission européenne afin de transformer cet accord en proposition législative, conformément à l'article 155 du traité. Ce serait la première fois depuis 10 ans qu'un accord à l'échelle interprofessionnelle européenne serait transformé en loi européenne et certainement en grand succès pour le dialogue social au niveau européen. La possibilité de transformer, de travailler à distance a aussi favorisé le développement des plateformes de travail numérique. Aujourd'hui, en Europe, il y a 28 millions de personnes qui travaillent par l'intermédiaire d'une plateforme de travail numérique. En France, je pense que ce sont plus ou moins 3 millions. Ces personnes travaillent sur site ou en ligne. Et selon nos données, 59% entre elles travaillent pour des clients qui ne se trouvent pas dans leur pays d'origine. Le développement de l'économie de plateforme va de pair avec l'apparition de nouveaux défis ou difficultés. Les manques de transparence ou de prévisibilité des dispositions contractuelles, des problèmes de santé et de sécurité ou un accès inadéquat à la protection sociale ou une classification erronée du statut professionnel. Plus de 300 décisions administratives et de justice dans l'ensemble de l'Union soulignent en fait ce besoin d'agir sur les risques de faux travail indépendant. Beaucoup de tribunaux se sont prononcés en faveur du statut des salariés, mais en France, ce qu'on voit, c'est que plusieurs décisions sont aussi tombées en faveur du statut indépendant. Et cela reflète aussi des différentes approches qui ont été prises par les États membres. La France introduit, comme vous le savez bien, un cadre législatif spécifique afin d'améliorer les conditions de travail et de la protection sociale des indépendants dans l'économie des plateformes. D'autres pays, des pays voisins, comme l'Espagne et la Belgique, ont introduit des présomptions légales de l'existence d'un contrat de travail. Et en décembre 2021, la Commission a proposé une directive européenne qui vise précisément à améliorer les conditions de travail et des droits sociaux
des personnes qui travaillent par l'intermédiaire d'une plateforme numérique et d'assurer aussi, de l'autre côté, la croissance durable des plateformes dans l'Union européenne. Qu'est-ce que nous avons proposé? Nous avons proposé une présomption réfragable de l'existence d'une relation de travail qui s'appliquera aux plateformes de travail numérique qui contrôlent l'exécution du travail. Notre proposition définit un certain nombre de critères pour un tel contrôle, ce qui offre une plus grande sécurité juridique, mais aussi une transparence pour tous, pour les plateformes, mais aussi pour les travailleurs qui y travaillent. Cela ne signifie pas du tout que tout le monde doit devenir un salarié. Le modèle du travail indépendant est important et a tout à fait sa place dans ces plateformes. Et ça peut être les choix privilégiés par certains travailleurs des plateformes. Toutefois, ces travailleurs indépendants devraient pouvoir bénéficier de toutes les libertés, de l'autonomie et de l'entrepreneuriat que tel statut implique. Et une autre partie très importante de cette directive est la définition des règles sur la gestion algorithmique des travailleurs à l'échelle européenne. À l'heure actuelle, la transparence des systèmes de suivi et de prise de décision utilisés par les plateformes est insuffisante. Les travailleurs ne savent pas sur quelle base les décisions sont prises ou soutenues par de tels systèmes. Et donc, la proposition de la Commission vise à définir de nouveaux droits qui garantiront que les travailleurs salariés ou indépendants seront mieux informés par les systèmes automatisés et les critères de décision, que les plateformes de travail numérique devront surveiller et évaluer les effets de ces systèmes sur les conditions de travail, et les travailleurs pourront demander que d'importantes décisions automatisées soient vérifiées par un être humain, et pas seulement par l'algorithme. La dimension collective est aussi très, très importante parce que les conseils des entreprises et les syndicats devraient disposer des connaissances et des compétences nécessaires pour discuter et négocier des questions avec les employeurs. Toutefois, au-delà de la proposition des directives sur les plateformes et ses aspects algorithmiques, nous constatons que les algorithmes et l'intelligence artificielle sont de plus en plus utilisés dans les entrepôts ou dans les secteurs financiers ou dans les hôpitaux ou dans d'autres lieux de travail. En fait, en Europe, 12% des entreprises dans l'Union avaient utilisé des machines pour la gestion ou la surveillance des salariés en 2019. Et nous estimons que la pandémie a favorisé cette utilisation de l'intelligence artificielle. La gestion algorithmique, donc, constitue un défi pour le droit du travail. Les relations de travail sont traditionnellement caractérisées par une relation inégale entre l'employeur et les travailleurs, mais où des êtres humains étaient d'un côté comme de l'autre. L'un donnait des instructions et contrôlait le travail de l'autre, et l'élément humain entre les deux était important pour gérer ces relations, d'éventuels malentendus ou des conflits. Aujourd'hui, un côté peut être représenté seulement par un algorithme. Et donc, bien entendu, les concepts clés du droit du travail continuent de s'appliquer, mais des questions pratiques se posent. Une machine peut-elle licencier un travailleur? À qui s'adresse le travailleur si l'algorithme refuse l'augmentation de salaire ou la promotion escomptée? Que se passe-t-il si un biais dans la base de données entraîne une discrimination dans une procédure de recrutement automatisée? Il s'agit là des questions de transparence, de responsabilité, d'équité. Et je pense que nous devons y trouver des solutions. Au niveau européen, une première réponse a déjà été faite.
les règlements relatifs à l'intelligence artificielle proposent déjà aux fins de recrutement et de gestion des travailleurs, ce système soit considéré comme système à haut risque et en tant que tel, ils doivent respecter certaines exigences en matière de transparence, sécurité et précision et des contrôles humains. Ce règlement est actuellement en négociation entre le Parlement et le Conseil européen. Mais c'est là que ce n'est qu'un début. Nous devons continuer à réfléchir à ce qui est nécessaire pour rétablir l'équité que le droit du travail entend apporter aux relations de travail. Et je ne pourrais pas finir sans parler de défis les plus urgents auxquels l'Europe se trouve confrontée en ce moment, ce qui est le manque de main-d'œuvre qualifiée. En effet, nous nous trouvons confrontés dans beaucoup de secteurs. 28 secteurs économiques sont confrontés à des pénuries de main-d'œuvre, souvent des secteurs stratégiques pour la transition verte et numérique, ainsi que dans le secteur des soins et de la santé. Et pour cette raison, le 9 mai commencera l'année européenne des compétences. Et cette année encouragera des actions stratégiques visant à accroître les investissements dans la formation des adultes, dans la reconversion des travailleurs, afin que les entreprises puissent faire face aux pénuries de main-d'œuvre qualifiée et qu'on puisse aussi répondre de façon répondre aux attentes légitimes et aux aspirations légitimes des travailleurs et des citoyens. Parce que c'est très important que personne ne soit laissé de côté dans la transition numérique et verte. Monsieur le Président, Madame et Messieurs, en conclusion, je pense que la qualité du travail et l'investissement social sont au centre du débat et ce sera bien au centre de vos débats aujourd'hui. Pas simplement parce que c'est important, mais parce qu'il en va du futur, de notre prospérité et de notre bien-être. Le dialogue social et la négociation collective entre partenaires sociaux forts restent indispensables à l'élaboration de solutions équilibrées. La Commission s'est engagée à promouvoir le progrès social et à contribuer à l'adaptation de notre réglementation sociale. Et soyez assurés qu'on comptera sur vous en tant que professionnels du droit social comme compagnons de route. Je vous souhaite donc une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci, Madame la Directrice, pour ces informations particulièrement concrètes d'ailleurs. Pour les avocats qui font particulièrement du conseil, c'est précieux parce que dans le rôle que nous avons aussi à anticiper et à prévenir nos clients, qu'ils soient salariés, qu'ils soient chefs d'entreprise, qu'ils soient syndicats, des évolutions à la fois sociologiques que vous venez d'indiquer, sur lesquelles nous avons tous un mot à dire, mais aussi sur les grandes orientations que l'Union européenne va prendre, y compris dans manifestement des directives, ou en tout cas des propositions d'application en droit du travail concret dans chacun des États de l'Union. Ce que vous venez de nous indiquer nous éclaire donc sur ce que sera l'avenir du droit, et c'est particulièrement intéressant et important que vous l'ayez fait. Un grand merci d'avoir participé à l'ouverture de ces travaux, et cette perspective européenne, vraiment, en tout cas, m'enchante à titre personnel et nous rassure un peu et nous stabilise aussi dans nos réflexions. Merci encore. Bien, Merci voilà, à vous. je laisse la parole à Nathalie Attias pour commencer dans la matérialité de ces travaux. Bonne journée à tous.